deux producteurs qui ont en commun de ne pas aimer être sous les projecteurs. Est-ce que c'est pas étonnant pour des gens dont c'est le métier, le projecteur ? Enfin, on est des hommes de l'ombre. Y a aucune... Enfin, c'est pas péjoratif. On est derrière pour s'assurer que les spectacles prennent leur envol et donc on n'a pas vocation à être sur la scène, devant la scène. Et les médias, alors, bon, moi, c'est vrai que je les fuis en tant que producteur de spectacle. En revanche, je parle assez souvent en tant que président du syndicat du spectacle vivant privé. Mais sinon, c'est vrai que j'ai tendance à fuir les médias. On a des équipes marketing qui le font parallèlement, donc je n'ai pas à occuper le terrain. Et encore une fois, on est derrière pour s'assurer que les spectacles se passent magnifiquement bien. C'est pour ça qu'on vous connaît peu, quelque part. Dans le public, quoi. Vivons heureux, vivons cachés, vivons heureux. Angelo Gopé, pareil pour vous. Pourquoi vous mettez si peu en avant moi, j'ai même eu du mal à trouver des informations sur vous. Enfin, j'en ai évidemment trouvé, mais c'est vrai que vous avez cette envie de rester un petit peu en retrait. Parce que notre rôle, c'est d'accompagner les artistes. C'est pas de se mettre en avant. C'est ce qui est important pour nous, c'est de mettre nos compétences, de mettre nos connaissances, notre savoir-faire et nos moyens à disposition des artistes et des projets. Et je pense que c'est par ça qu'on est guidé, c'est parce qu'on est producteur de spectacles. Et il y a aussi une partie qui est non négligeable, c'est les valeurs qu'on a pu acquérir lorsqu'on était jeune, au travers de nos parcours et au travers de nos familles. Et moi, mon père, il m'a toujours appris à rester humble. Parce qu'il dit, de toute façon, on ne sait jamais ce qui arrive, et peu importe les gens qu'on croise dans la rue, peu importe le niveau social qu'ils ont, en tout cas, il y a un respect qui est fondamental dans la vie. Et ce respect-là, je pense qu'il est important. Et comme on dit souvent, quand on monte très haut, quand on redescend, on va recroiser les mêmes personnes. Et je pense que c'est pour ça que peu importe le niveau social des gens, la première chose qu'on se dit aujourd'hui dans la vie, c'est qu'on est tous égaux. Et c'est pour ça que je pense qu'on a cette chance de pouvoir avancer et réussir. C'est assez compliqué parce qu'on n'a pas tous les mêmes clés, on n'a pas tous les mêmes contacts. Et on va en discuter plus tard, mais c'est pour ça que c'est à nous, au travers de notre expérience, de notre parcours et de nos réseaux, de valoriser aujourd'hui ce que va être la prochaine génération, parce que il y a des choses qu'on ne fait pas en France et qui sont importantes, c'est la transmission. Donc la transmission aussi de ces valeurs, et ce genre de valeurs, elle est importante. Ouais, c'est ce qu'on fait. Qu'est-ce qui vous a conduit dans ce secteur ? Vous, c'était quoi l'étincelle, Angelo Gopé ? Le début du début ? Danseur de rue. Voilà, moi je suis un passionné. À la base, je suis un danseur de hip-hop, graffeur, tagueur, et du coup, ça a été une évolution qui a été assez simple parce qu'on n'avait pas d'argent. On vient du 93 et qu'on a commencé à organiser des après-midi dans les préaux pour se payer des voyages, parce qu'on n'avait pas l'argent pour faire des voyages. Donc on a commencé à faire des premiers voyages. On a utilisé à l'époque des bus qui s'appelaient Euroline, et voilà, pour aller à Amsterdam, pour aller à Londres. Et puis de fil en aiguille, on a organisé des après-midi, des soirées, puis après des concerts. Je pense que c'est quelque chose qui a été nourri essentiellement par la passion. C'est pas du tout voulu. À la base, je suis prof de tennis. Ok. Bon, il n'y a qu'à voir. Mais après, c'est du spectacle aussi, le tennis. Tout à fait. C'est un spectacle qui est différent. Mais je pense que la musique, je me lève avec la musique, je m'endors avec la musique, je travaille avec de la musique. C'est la musique qui coule dans mes veines et dans mon sang. Et je pense que c'est important parce que ça m'a permis d'avancer, d'être accompagné par des personnes et surtout d'être assez militant par rapport à l'endroit où j'ai grandi, d'être militant par rapport aux personnes qui m'ont accompagné. Et ce qui est bien, c'est de garder ses valeurs et de garder son authenticité. Et on peut le voir, par exemple, par rapport à la prise de parole que Bad Bunny a eue hier. Il a dit, moi, je veux bien faire la finale du Super Bowl, mais je ne chanterai pas en anglais. Je veux garder ce côté espagnol de mes racines, de mon pays, de ma culture. Et c'est important. Et c'est important de garder tout au long de son chemin professionnel, de sa vie, de garder ses racines, de garder ses valeurs, parce que c'est là-dessus qu'on se construit. Et ce qu'on est aujourd'hui, il ne faut pas le changer. Il ne faut jamais changer. Il y a des concessions à faire, parce que dans la vie, il y a des concessions à faire. Mais je pense qu'il faut garder cette culture et ces valeurs qu'on a en soi. Et c'est ce qui vous fera vraiment avancer. Olivier Darbois, vous, c'était quoi l'étincelle, directeur général de Corrida ? C'était la musique.
définitivement, c'était la musique. La passion Mais pour je la voudrais musique. saluer, Il a été mannequin aussi. Parce qu'il y a une anecdote quand même pour savoir, c'est que moi à Angelo. l'époque, qui traînais dans la rue, non, mais c'est important. Moi qui traînais dans la rue, on avait des soirées de rap au Bobino, qui était l'endroit le plus branché de Paris. Mai 93. Et on arrivait dans pour ceux qui connaissent le Bobino, c'est un escalier, c'est une boîte qui est au sous-sol, donc nous on était en bas et on rentrait jamais. Et Olivier, que je connaissais pas à l'époque, qui était déjà un producteur, arrivait souvent vers 1h du matin, avec une grande veste, un chapeau, le col ouvert, des mannequins. Et voilà. Et nous, on était là en crevard, on le regardait. Et voilà. C'est bien quand même, ce chemin de la vie, il est assez important. Donc, les producteurs et les flux mannequins. Salaud. Je connais Angelo depuis longtemps, effectivement. Moi, ce que je veux noter sur son parcours, c'est qu'il vient de la contre-culture. Il vient des quartiers, il vient du hip-hop. Quand le hip-hop n'était pas reconnu, il était donc de la contre-culture. Et aujourd'hui, il préside l'une des plus grosses entreprises de spectacles vivants privés en France, si ce n'est la plus grosse. Donc, moi, je salue ce parcours qui est extrêmement riche d'Angelo. Alors, ça peut être un compétiteur, hein, faut pas rester naïf. De temps en temps, on se bat pour avoir un artiste qui est en compétition. Mais réellement, je veux ce matin saluer Angelo. Son parcours est absolument unique par rapport à beaucoup d'autres producteurs de spectacles. Donc voilà. Merci. Bel hommage. Mais tu m'en regardais en crevard quand même quand on était mauvais. Pour ma part, c'est la musique. Moi, j'ai toujours été attiré par la musique anglo-saxonne, beaucoup plus que la variété française. Je suis désolé, mais c'est vraiment la musique anglo-saxonne qui m'a attiré. Et j'ai tout simplement voulu... Je faisais partie de ces gens qui regardaient, quand à l'époque c'était des albums vinyles, et on regardait les pochettes, on regardait qui travaillait dessus, qui étaient les musiciens, qui étaient les producteurs disques, qui étaient les arrangeurs. Moi, en fait, très très tôt, c'est ça qui m'a intéressé, l'envers du décor. Et quand on dit l'envers du décor, c'était souvent par rapport au live, justement. Le live commençait, c'est les anglo-saxons qui ont amené le live en France, très largement. Et c'était cet aspect des choses qui me plaisait, et je voulais intégrer. Et je suis rentré par la petite porte, parce qu'il n'y a pas d'école pour entrer dans la musique live. Il n'y a pas d'école. Je vous parle des années fin 70, début 80. Donc, en fait, je suis rentré, alors que mes parents m'avaient obligé à faire des études. En fait, je suis rentré par la petite porte en poussant des caisses, ce qu'on appelle des fly caisses, qui sont les caisses dans lesquelles le matériel de son, de lumière est rangé. Et donc, je suis rentré par cette petite porte. C'est-à-dire, pendant 3-4 mois, j'en ai chié. J'avais 18 ans, 19 ans. Après, j'ai fait mon service militaire. Je suis revenu par la petite porte aussi, à faire des petits jobs. Et petit à petit, on m'a remarqué. Et j'ai voulu, effectivement... dépasser ce job d'été pour en faire vraiment mon métier. Donc je passais par par la billetterie qui est essentielle dans le spectacle, hein. C'est le cœur du sujet. Le marketing, et puis petit à petit j'ai rejoint des équipes. On a fondé une société qui s'appelait, à l'époque, qui ne s'appelait pas Corrida, mais qui a une boîte qui est maintenant 40 ans, qui, parallèlement à la Cigale, la salle parisienne, et fondateur de quelques festivals, dont We Love Green. Voilà. Alors aujourd'hui, ça a un peu changé. J'imagine que ça s'est beaucoup professionnalisé, notamment pour intégrer le secteur. Je pense à ceux, je ne sais pas si vous êtes nombreux à vouloir rentrer dans le spectacle vivant, mais en tout cas, il y a cette envie, parce que c'est un secteur qui fait rêver. Aujourd'hui, quels sont tous les métiers, on va dire, qui existent dans ce secteur, et est-ce qu'il y a une voie plus facile qu'une autre pour intégrer le métier? Angelo Copé. Après, ça dépend le niveau d'investissement dans le projet. Il y a, comme l'a dit Olivier, ça part
d'un road aujourd'hui qui est un technicien, et ça va jusqu'à directeur de festival, un directeur de production, de la billetterie, du marketing, de la promotion. Il y a beaucoup de secteurs dans notre filière, mais je pense que avant tout ça dépend ce que vous voulez faire. Accompagner des artistes, être beaucoup plus administratif, être beaucoup plus marketing, être beaucoup plus artistique et travailler auprès des artistes. Je pense qu'il y a de multiples métiers. Nous, en tout cas, ce qu'on se dit, c'est que c'est ouvert à tout le monde. C'est pas un métier où aujourd'hui on doit choisir. Il doit être beaucoup plus inclusif, c'est vrai. Je pense qu'aujourd'hui la culture est depuis des années un entre-soi où la diversité n'existe pas. Et on encourage, nous, depuis quelques années, le fait qu'on ait des gens ruraux et des quartiers qui viennent dans ce secteur. On a mis en place avec Ecocène des bourses auprès de l'école ICAR pour que des gens aient accès à un bac plus 4. Donc il y a un diplôme qu'on a mis en place, qui est 486 heures de cours et qui balaye à peu près tout ce que fait un producteur de spectacle. Et nous, on a lancé depuis cette année, pour des gens qui n'ont pas de diplôme, le diplôme de technicien, pour être effectivement road, mais avoir une vraie formation. Donc on forme quelqu'un pendant 9 mois, 3 mois en association, 3 mois à l'école et 3 mois sur le terrain, pour qu'après ils sortent avec un diplôme et qu'on puisse insuffler dans cette filière aujourd'hui des gens qui viennent de tout milieu, de toute ville, parce que pour l'instant on est vraiment dans quelque chose qui n'est pas assez divers. Et je pense que chaque personne, chaque caractère, chaque culture amène quelque chose de différent dans les entreprises. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit beaucoup plus inclusif. Nous, chez nous, on l'est. Et je pense que c'est pour ça qu'on est en avance sur pas mal de choses, parce qu'on a une vision et un prisme qui est différent, parce qu'on échange différemment, parce que ça fait déjà 10 ans qu'on écoute Bad Bunny, 15 ans qu'on écoute de l'Afrose, et 20 ans qu'on écoute de la K-pop. Mais ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on a un esprit qui est ouvert. Et un esprit qui est ouvert, c'est un esprit qui est inclusif, parce qu'aujourd'hui, c'est hyper important d'échanger. On est aujourd'hui autour de nous lobotomisés par les médias, qui ne sont plus des vecteurs d'information et des vecteurs d'opinion. Et je pense que c'est important qu'on puisse s'alimenter entre nous, qu'on puisse avancer. C'est crucial de venir dans des endroits comme aujourd'hui pour partager une expérience. C'est important d'avoir des gens comme les déterminés. Le travail que fait Moussa et ses équipes depuis des années, il est fondamental. Et que ce soit Moussa, que ce soit Mosaïque, RH, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de place gardée pour qui que ce soit. Moi, j'en suis la preuve, et c'est pour ça que je donne la parole, même si effectivement je suis pas visible, mais je donne du temps et je donne de la parole à chaque fois que je peux, parce qu'il n'y a pas de place gardée, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas un plafond de verre où on va se dire que on va s'arrêter à un bac plus 1, bac plus 2, on va s'arrêter à un poste de standardiste ou un poste de directeur de prod. Non, on peut aller chercher un poste de directeur général, de PDG, de CEO. Il faut jamais se refuser quoi que ce soit. Et un jour, j'étais invité à l'Élysée parmi les 100 plus grands patrons de France. Macron mettait en place une espèce de nouvel exercice d'obliger les sociétés à prendre des jeunes des quartiers en stage de 3e. Tout le monde parle, tout le monde l'a flatté en lui disant c'est extraordinaire, Monsieur le Président, ce que vous faites, d'intégrer les jeunes dans les stages. Et ils m'ont dit, toi, qu'est-ce que t'en penses? Et je dis, c'est complètement bidon. Les stages, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est des places dans les conseils d'administration, des places de dirigeants, parce que c'est cette verticalité qui va permettre au bas de changer. Quand on regarde aujourd'hui, si on n'est pas en haut, on changera pas le bas. Et je pense que le futur, c'est vous qui allez être en haut, et c'est vous qui allez permettre de changer les choses en bas. Olivier Darbois. Ouais. C'est quoi les métiers les moins connus, mais qui sont vraiment essentiels au succès d'un concert ou d'une tournée? Et est-ce qu'il y aurait des formations spécialisées pour intégrer ces métiers? Si moi, je veux rentrer dans le spectacle vivant. Déjà, pour reprendre un peu ce que Angelo disait, il y a plusieurs secteurs dans le spectacle. Il y a effectivement tout ce qui est technique, où j'ai beau chercher, il n'y a pas énormément d'écoles qui apprennent à être effectivement technicien de surface, on va appeler ça comme ça. Il y a les métiers du marketing et de la billetterie. Le marketing, effectivement, là, on a des écoles. Il y a des métiers de juriste, de plus en plus. Il y a de plus en plus. Alors, il faut pas croire que le spectacle, ça se monte comme ça. On est envahi. On est dans un pays qui est friand d'administration. Et malheureusement, je dirais que 60% des gens qui travaillent dans nos entreprises sont des gens qui font de l'administratif, pardon. Donc
tous les métiers peuvent accéder au spectacle. Hein. C'est-à-dire que les gens qui font des écoles dans l'administratif peuvent choisir d'aller dans le spectacle à un moment ou à un autre. Bien entendu, le marketing. Le marketing dans le spectacle vivant est assez, je dirais, assez novateur par rapport à des entreprises normales. Ce qui est le plus important, c'est qu'il y ait un esprit d'équipe, un savoir-être, et ce savoir-être vous guidera très très loin dans l'entreprise. Et vous allez parallèlement, je dirais, il y a des formations, bien sûr, il y a des écoles, mais le plus important, c'est votre esprit collectif, votre envie de travailler avec des équipes. C'est ça le plus important pour rentrer dans nos métiers, je dirais. Si vous avez des velléités à vouloir être, comment dirais-je, plus intelligent que votre voisin dans nos entreprises, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous avez forcément l'esprit d'équipe qui doit diriger un petit peu et qui a toute sa pertinence pour arriver à dépasser vos limites même. Et ce qui est important de se dire, c'est que le live en général, donc c'est pas que les concerts, c'est aussi les festivals, ce sont les salles, est un secteur en croissance encore pendant plusieurs années, parce qu'on voit aujourd'hui que la démocratisation de l'accessibilité à la musique a permis depuis 10 ans à avoir beaucoup plus de musique, avoir beaucoup plus d'artistes, avoir beaucoup plus de genres de musique, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de concerts. Et on peut voir à l'heure actuelle que y a des mises en vente de concerts tout le temps. Avant, on faisait peut-être 3-4 stades par an. On va arriver l'année prochaine à en faire 19. Et peut-être que dans 4 ans, on va en faire 20 ou 30 ou 40. Et les salles ne désemplissent pas parce qu'il y a de plus en plus de musique. Il y a de plus en plus de musique et de courants musicaux. Avant, il y avait toujours les mêmes. Après, il y a eu le digital qui est arrivé. Il y a eu la révolution de la culture urbaine et du rap. Ça a explosé grâce au digital. Et depuis, je le dis, il y a des courants comme l'afrose, comme le reggaeton, comme la K-pop. Aujourd'hui, il y a la C-pop qui arrive. Il y a d'autres courants musicaux. Et je pense que ça va continuer comme ça pendant les 5, 6, 7 prochaines années. Et tout ça se fait au niveau, effectivement, de tout ce qui est aussi technologie, accompagné par Instagram, par TikTok, par Twitch, par Snap. Et c'est aussi des vecteurs de promotion qui sont importantes. Donc, on est vraiment pas sur les prémices, mais on a encore beaucoup de marge. Et c'est un véritable métier d'avenir. A contrario, il n'y a aucune critique par rapport à ça, mais c'est pour expliquer au jeu d'une dynamique qu'il peut y avoir. C'est qu'on voit, par exemple, qu'en maison de disques, Warner en Angleterre ont fermé les bureaux. Et maintenant, tout est aux États-Unis. Et il y a une structure qui s'appelle Warner US UK. C'est pas une critique, c'est une rationalisation des coûts. Et nous, par contre, du coup, on voit qu'on continue à ouvrir, qu'on voit qu'il y a de plus en plus de concerts. Il y a une limite par rapport à ça, parce que on voit très bien qu'il y a des problématiques sur les festivals, mais c'est une problématique qui est mondiale. C'est pas une problématique qui est franco-française du tout. Donc, n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Il y a une problématique mondiale sur les festivals. Il y a une manière de revoir les choses. Il y a une manière de structurer. Les gens veulent ils veulent consommer les concerts et les festivals différemment. Et je pense que votre rôle à vous, et ce qui est important de se dire, c'est qu'il va falloir ramener votre vision, votre connaissance par rapport à ce milieu, et puis surtout ce que vous voulez apporter et les idées que vous avez. Et je pense que ce qui manque aujourd'hui à beaucoup d'acteurs de ce secteur, c'est ce renouveau au sein de leurs instances, au sein de leurs programmateurs. Et donc, du coup, ils n'arrivent pas à se projeter sur l'avenir parce que ils sont juste enclins à se dire qu'on va aller regarder ce qui se passe sur Spotify pour faire une programmation, alors qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe du tout. J'ai discuté avec quelqu'un du maison de disques qui m'a dit on a une problématique sur les 3-4 prochaines années. On voit très bien que le hip-hop et le rap s'essoufflent. Il y a 5 ans aux États-Unis, il y avait 56 titres de rap dans les 100 premiers, et aujourd'hui, il y en a 5 aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'il y a un renouveau musical qui est en train de se mettre en place, qui se tourne beaucoup plus à l'heure actuelle aux États-Unis vers la pop. Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Role Model, Ted McRae. Enfin, on voit très bien que il y a un changement radical. En France, on l'a pas encore. Donc, il va peut-être arriver dans 1 ou 2, 3 ans parce qu'on a toujours du retard. Mais la problématique, c'est que les maisons de disques n'ont plus de directeur artistique. Parce que ils ont viré les anciens directeurs artistiques il y a 4-5 ans.
sous couvert de musique urbaine que les DA n'arrivaient pas à comprendre. Ces directeurs artistiques, quand ils sont partis, ils n'ont pas transmis ce savoir-faire d'écoute, de passion, de studio, de scouting, d'aller chercher des nouveaux talents. Donc, ils se retrouvent aujourd'hui dans des difficultés à essayer de régénérer ce qui va être les artistes français de demain. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment besoin de nouvelles personnes, de nouvelles mentalités, de nouvelles écoutes. Et il va y avoir un rebond aujourd'hui dans la filière française de la musique et du spectacle. Et c'est pour ça qu'on a besoin de nouvelles personnes, de nouvelles pensées et de gens très motivés. Ouais, donc ça veut dire que la filière bouge beaucoup, il y a besoin de renouvellement, parce que ça change beaucoup, ça évolue très vite, quoi. C'est ça l'idée. Déjà, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un changement dans les années 90-2000, c'était les maisons de disques qui occupaient la place du business. Et le live, on était derrière. Aujourd'hui, ça s'est totalement inversé. Le live va beaucoup plus loin, fait beaucoup plus en termes de volume de chiffre d'affaires. Le live dépasse aujourd'hui les maisons de disques. Et de fait, ce que disait Angelo, c'est qu'il y a de moins en moins la créativité n'est plus dans les maisons de disques. La créativité est du côté du live. Donc, je ne sais pas si ici, dans l'Assemblée, il y a beaucoup de gens qui veulent rejoindre le monde de la musique, si des gens qui sont attirés par les métiers de la musique. Vous pouvez lever la main si vous voulez. On n'en aura pas convaincu beaucoup. Il y en a un peu au fond, là-bas, ils se cachent, ils n'osent pas. En tout cas, il est clair que si vous voulez aujourd'hui, demain, aborder les métiers de la musique, vous aurez plus facilement la possibilité de le faire dans le live. Voilà. Ça veut dire aussi que s'il y a plus de concerts, c'est que globalement on a besoin de se retrouver. Il y a cette idée-là aussi d'être ensemble, de se retrouver dans un seul endroit. Il n'y a pas que ça, il y a une nouvelle manière de consommer la musique aujourd'hui. Elle est indéniable et c'est pour ça qu'il y a une vraie appréhension de ce changement. Nous, la semaine dernière, on a fait un concert qu'on a organisé avec HMI. Donc, on part d'un... Il faut que je traduise pour Olivier Darbois. Excusez-moi. Donc, on a fait un concert avec HMI. Et voilà, un mode de consommation. Le gars, il met sur Snap le lien, les billets se vendent. Sur scène, il y a des espèces de battles entre des gens qui viennent pas forcément de la musique. Mais c'était plein et ça marche. Je pense que c'est pour ça que je dis, c'est qu'il y a des nouveaux modes de consommation, il y a des nouveaux modes de diffusion, il y a des nouveaux courants artistiques, et je pense que c'est important de prendre en compte. C'est pour ça que l'évolution elle va être perpétuelle. Moi, je me souviens qu'il y a 16 ans maintenant, je faisais des concerts de Musicali. Musicali, ça a été l'avant TikTok, avec des gens qui mimaient. On me dit, mais pourquoi tu fais monter sur scène des gens qui miment des chansons? J'ai dit, mais nous sommes acteurs de divertissement. Tout ce qui est divertissement est bon à aller sur scène. Je pense que c'est pour ça que je parle d'évolution perpétuelle dans ce qui se passe et dans la consommation. Jamais on n'aurait pu penser, il y a même 3 ans, qu'on aurait mis un lien sur Snap pour un concert de HMI et qu'il aurait fait sur scène des battles. Ou des concerts dans Fortnite, par exemple, le jeu vidéo. Tout à fait. C'est pareil. Et donc voilà. Donc je pense et on voit que c'est omniprésent parce que on voit même dans la mode aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'artistes qui viennent sur la mode, qui font des concerts. On voit que Jaden Smith, c'est le nouveau DA de Louboutin après Pharrell. Donc il y a une évolution qui est perpétuelle, qui n'est pas seulement effectivement que dans le secteur de la musique, de la filière musicale, mais qui est dans l'ensemble des filières. Parce que quand vous voyez les gens aujourd'hui, on le dit pas, mais c'est important de se le dire, c'est que quasiment tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est de la culture hip-hop. Les baskets, les suites, les graffiti artistes qui sont dans les musées, c'est les DJ. David Guetta, il a été DJ de rappeur avant de remplir 3 stades de France comme il a fait hier. DJ Snake portait les valises pour Cut Killer, qui était un DJ hip-hop. Donc, tous ces gens-là, c'est des gens qui viennent d'une culture, qui ont une passion, et la passion vous mène toujours à quelque chose. Et ce qui est important dans ce parcours de ces personnes, c'est de se dire aujourd'hui, c'est que si vous avez une passion, une envie, il faut jamais la lâcher parce que il faut aller au bout. Et si vous allez au bout, ça vous amènera toujours à quelque chose de positif. Olivier Darbois, dernière question. Quel conseil vous donneriez-vous à un jeune qui rêve de travailler dans le milieu, mais qui ne sait pas par où commencer? Vous avez donné un peu la réponse, c'était live évidemment, mais s'il y avait un métier particulier par où commencer?
Ce serait quoi? Ça dépend déjà du niveau de ses études. Hein. Les études, il faut pas non plus les sous-estimer. Moi, je suis pas d'accord avec les études. Non mais bon. On va faire une table ronde sur les études. Non, mais pourquoi je dis ça? Je te coupe, je te sais, mais parce que Angelo, c'est très bien qu'aujourd'hui moi-même, donc je peux être sur la même ligne que toi. Ne parle pas que des études. Mais la réalité, c'est comme je disais tout à l'heure, si vous allez dans le juridique, il y a un minimum d'études à faire. Vous allez choisir la musique parce que c'est le métier qui vous inspire, mais si vous voulez être effectivement dans le juridique, vous avez forcément des études à faire. Moi, je dirais déjà de prendre le vecteur, c'est de rencontrer les gens comme Angelo et comme moi-même, c'est-à-dire d'y aller un petit peu au culot. Moi, je l'ai fait au culot. Hein. Je veux dire, il y a 40 ans, je l'ai fait au culot. Je n'avais pas de niveau d'études. Enfin, je faisais les beaux-arts, mais je le faisais pour glander et pour draguer les filles. Alors, donc, ça ne m'a pas donné un niveau suffisant pour frapper à toutes les portes. Mais très sincèrement, il faut y aller au culot. Et si vous avez réellement l'intention de rentrer dans ce métier, il faut venir nous rencontrer. Ne pas hésiter à faire un mail à Angelo. Ou à moi-même. On va vous donner son mail. Il faut dépasser justement. Il faut savoir. Comment dirais-je? Oui, je redis, il faut savoir oser, tout simplement. Et plus vous êtes à oser, plus la personne en face de vous s'apercevra que vous êtes déterminé à rentrer dans ce métier. Et regardera un peu plus étroitement d'où vous venez, ce que vous voulez faire. Moi, c'est comme ça que j'ai gravi un petit peu les étapes dans ce métier. Aujourd'hui, je suis plutôt sur la fin de ce métier, c'est-à-dire je dirais pas la fin de ma carrière encore, mais je suis plutôt sur la porte de sortie. D'ailleurs, je vais vous dire un truc, je comprends moins la musique d'aujourd'hui que je ne la comprenais alors. Et la musique, rappelez-vous une chose, c'est une histoire de génération. Et vous êtes d'une génération qui, sans doute, pourrait amener des nouveaux projets, ou écouter, ou entendre, ou comprendre les nouveaux projets, les nouvelles musiques qui frappent à la porte de l'industrie. Voilà. Merci pour ce message plein d'humilité. Oui, Angelo Gopé, vous voulez rajouter vraiment rapidement? Non, mais c'est parce que c'est mon côté militant, ça. C'est aujourd'hui un environnement beaucoup plus inclusif, beaucoup plus rempli de diversité et qui permet de rassembler tout le monde. Ça nous permet de lutter contre les clivages politiques qu'on rencontre aujourd'hui et l'adversité qu'on va avoir dans les prochaines années qui vont être difficiles. Et je pense que si on trouve tous sa place et qu'on est bien dans sa peau, dans son travail, on réussit mieux et on peut aujourd'hui participer justement à ce renouveau parce que comme le dit Olivier, je pense que il y a pas de effectivement, il faut être comptable, il va falloir faire des études. Pour être juriste, il faut des études. Ce qui va vous guider, c'est vraiment la passion et la musique. Il faut écouter la musique, il faut continuer à lire les choses, faut pas vous arrêter. Olivier, lui, tous les jours, dans sa petite voiture, il fume sa cigarette et écoute de la musique. Donc faites pareil, écoutez de la musique. Il faut lire, il y a aucun plafond de verre. Il faut rien vous interdire. Et comme l'a dit Olivier, il faut être déterminé, il faut être ambitieux, il faut oser. Et si vous gardez tout ça, vous allez forcément y arriver. Oser être passionné, oser être déterminé, ça tombe bien, c'est le thème de la journée. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Angelo Gopé, directeur général de Live Nation France, et Olivier Darbois, directeur général de Corrida. Merci beaucoup.